À l'écologie qui punit, nous proposons une écologie qui propose. C'est le titre d'une tribune collective publiée sur le site de Marianne. On en débat tout de suite avec Théo Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller LR, les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Alexandre Ouizy, bonjour. Bonjour. Porte-parole de l'initiative La République écologique. Théo Michel, vous faites partie des signataires de cette tribune, une vingtaine de signataires du parti LR. Donc c'est une façon de clamer que l'écologie de droite, ça existe déjà, postulat de base. Totalement, et c'était pour démontrer finalement que face à une écologie un peu dogmatique et punitive, proposée parfois par Europe Écologie Les Verts, par un certain nombre de partis de gauche, il y a également une écologie pragmatique qui s'adapte au milieu économique, qui est consciente que, notamment en sortie de crise, il va falloir quand même créer des emplois et accélérer la machine économique, mais qu'en même temps, il y a des enjeux environnementaux qu'il faut prendre en compte et adapter les entreprises, clairement, à ces enjeux Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez eu le sentiment que la gauche confisquait l'écologie, en quelque sorte? Bien sûr, totalement. Alors que finalement, les grandes avancées en matière écologique en France viennent de la droite, avec notamment le Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac a également été un précurseur dans ce domaine. Donc finalement, je pense que ça a été un sujet un peu abandonné par la droite et que nous sommes maintenant déterminés à le reprendre. Ouais. La République écologique, Alexandre Ouizy, c'est une initiative qui est portée par des femmes et des hommes de gauche, entre autres, mais principalement. Mais quand vous entendez Théo Michel dire les grandes avancées sont venues de la droite. En fait, on ne se situe pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a évidemment des débats, il y a des choses qui ont été faites par la droite, comme la Charte de l'environnement, mais il y a l'accord de Paris qui est signé sous la présidence de François Hollande, donc on ne se situe pas sur ce terrain-là. Je pense qu'on n'a jamais bâillonné personne et on n'a jamais empêché la droite de parler d'écologie. Comme le disait M. Michel, il y a peut-être eu aussi une absence de certains élus sur ce sujet. Non, nous, ce qu'on a voulu dire, pour revenir à la notion de république écologique, parce qu'elle est importante pour nous, c'est le mariage de cette écologie et de l'histoire et du patrimoine républicain. Pour dire les choses simplement, l'écologie, c'est plus pour nous une politique parmi d'autres. C'est la matrice, le tamis auquel on passe toute l'action publique. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut voir si telle ou telle politique a des effets sur l'abaissement du réchauffement climatique. Donc il faudrait presque supprimer un ministère de l'écologie pour qu'elle soit partout. Le ministère de l'écologie porte les sujets, c'est très important, mais en tout cas dans tous les ministères et dans tous les lieux de pouvoir, le Conseil d'État qui analyse les lois, il faut que l'écologie irrigue tous ces ministères et toutes ces politiques. Mais quand vous dites le cœur de la République écologique doit être la citoyenneté et non la figure étriquée du consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les libertés politiques, on a tendance à dévaluer la politique dans ce pays et on dit que l'écologie, c'est pas seulement vous allez choisir tel produit ou pas tel produit. L'écologie, c'est un grand choix collectif. C'est un plan massif de transformation de notre industrie. C'est un choix qui doit être fait au Parlement. Ce sont des lois qui doivent être validées. Ce n'est pas qu'une écologie comportementale qui se situe au niveau de l'individu. C'est ça qu'on veut dire. Alors, on va prendre des exemples concrets. Allez-y, si vous voulez. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Justement, je pense que la grande différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite, c'est que nous pensons que ça doit venir du privé et non pas non plus uniquement de la force publique. Notamment, on pourrait créer davantage de crédits d'impôt pour les entreprises pour investir massivement dans les énergies renouvelables. La croissance verte, c'est 150 000 emplois en France. Il y a à peu près 3,8 millions d'emplois verdissants, c'est-à-dire des emplois où l'écologie impacte justement ces emplois et où justement le rôle de l'État, c'est d'accompagner le secteur public et le secteur notamment privé, pour faciliter justement cette transition écologique, parce qu'on critique souvent les États-Unis par exemple ou la Chine en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont les premiers en matière d'investissement dans les énergies renouvelables et dans la transition écologique, et ça vient souvent du secteur privé. Alors, on peut rebondir sur cette question public-privé avec un exemple concret, le business de l'eau. Est-ce qu'il faut le laisser à des groupes privés ou le transférer à des régies publiques? Déjà aujourd'hui, en fait, les situations sont variables sur le territoire. Oui, il y a des endroits il y a les différents cas de figure. Où c'est des régies publiques, des endroits où c'est des entreprises privées qui travaillent. Alors, ça tombe mal parce que moi, quand je suis élu local dans les Hauts-de-France, il y a eu des graves problèmes, en fait, au moment où on a confié au secteur privé la qualité de l'eau. On a eu toute une ville qui est devenue malade, etc. Donc, soit c'est le secteur privé qui est fortement contrôlé par la puissance publique, soit c'est la puissance publique directement. Mais je pense qu'il n'y a pas de dogmatisme à avoir sur le sujet. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais si c'est la puissance privée, évidemment que comme c'est une ressource essentielle, pour nous, on est dans l'ordre du bien public. Mais il y a des élus, des élus de gauche, qui disent qu'il faut se réapproprier la gestion de l'eau. Oui, si ça dysfonctionne sur leur territoire, je le comprends bien. Et dans ce cas-là, évidemment qu'on peut passer en régie publique.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas un expert de la... Non, mais c'est un cas concret. Bien sûr, c'est un cas concret. Moi, je pense que il faut voir de manière... Si vous dites que le privé fonctionne mieux, est-ce qu'il fonctionne mieux, par exemple, sur l'eau? Là, je pense qu'il faut voir au niveau local, comme vous le dites. Si, bien sûr, il y a des dysfonctionnements au niveau local, ça peut peut-être basculer dans une gestion privée, totalement. Moi, je suis évidemment favorable. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par l'écologie qui punit? Est-ce que, par exemple, les taxes, vous considérez que c'est l'écologie qui punit? Je commence avec Michel, puisque c'est dans sa tribune et vous répondrez après. Moi, je pense qu'on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, où on a mis une taxe, des surtaxes sur les carburants pour, soi-disant, combattre et lutter contre le réchauffement climatique. Je rappelle une chose, la France, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il ne faut pas que les Français subissent finalement ces problématiques climatiques mondiales par justement des taxes, des contraintes qui les pénalisent et qui ne sont pas forcément très efficaces. Parce qu'on voit très bien qu'une taxe sur les carburants, ça ne va pas faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les taxes, pour vous, c'est un levier de la transition, Alexis Boézy, ou pas? Pour nous, très clairement, l'écologie punitive, c'est un concept auquel on ne souscrit pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est la punition... Est-ce que les taxes en font partie? Je vais venir. Je vous laisse développer. Mais la punition, c'est la vie sans l'écologie. C'est ce que sera demain notre monde. C'est le fait qu'il fait le climat d'Alger à Paris. C'est le fait que la forêt de Rambouillet est une mangrove. C'est le fait qu'en Picardie, on n'a plus 2 jours de sécheresse par an, mais 25. Donc la punition, c'est ça. Je vais venir directement à votre question. Et souvent, c'est le cache-texte quand même de parler. Les gens qui parlent d'écologie punitive, c'est le cache-texte du fait qu'ils ne veulent pas faire d'écologie du tout. Maintenant, la question qui est posée derrière ça, c'est celle de la règle écologique. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut des règles écologiques? Et nous, on pense que oui. On pense que, par exemple, dire que lorsqu'il y a un substitut en train à 2 heures ou à 4 heures, par exemple, pour faire un voyage, on ne prend pas l'avion. L'avion ne doit pas être pris, doit être interdit. Donc on pense qu'il y a des règles écologiques. On peut considérer que c'est de l'écologie punitive ou coercitive, pour employer un autre mot, ça. Quand un pays se donne une loi à lui-même, ce n'est pas de la punition, c'est la liberté d'un pays de se donner une loi à lui-même. L'exemple de l'avion, par exemple. En termes de loi, moi, j'aimerais quand même rappeler le délit d'écocide qui a été récemment adopté. Ça, c'est de l'écologie punitive. Déjà, ça ralentit la croissance économique et ça, les acteurs privés sont en désaccord avec ce crime d'écocide. Et deuxièmement, les associations, notamment de gauche, considèrent que ça ne va pas assez loin. Donc finalement, ce type d'écologie un peu dogmatique, punitive, satisfait ni les écolos un peu dogmatiques, ni le monde du business qui a fortement besoin de repartir. Mais attendez, juste sur là-dessus, c'est quand même un point très important. Il y a une association, Notre Affaire à tous, qui a lancé une pétition, qui a eu des millions de personnes qui ont souscrit pour dire qu'il y a un crime d'écocide. La loi dit qu'il y a un délit d'écocide lorsqu'il y a une intentionnalité. Donc elle ne va pas très loin. Elle dit lorsqu'il y a une intentionnalité, même pas une négligence, une intentionnalité d'une entreprise de nuire au climat, il y a un délit général d'écocide qui est installé. Donc on est au minimum, de ce qu'on peut faire. C'est le minimum du minimum. Dire que lorsque vous polluez intentionnellement l'environnement par des procédés illégaux, vous êtes puni, c'est le minimum du minimum de notre point de vue. Dans ce cas-là, vous n'utilisez pas votre smartphone parce que c'est quand même un objet qui pollue la planète. Donc, illégalement, monsieur. Illégalement. Lorsque illégalement, intentionnellement. Mais du coup, vous allez les poursuivre. Vous allez poursuivre toutes les entreprises qui font illégalement. Oui, c'est le but. Oui. Ah bah non, c'est le but de ce délit, monsieur. Non, absolument pas. L'installation ce délit veut condamner les entreprises qui intentionnellement. Oui, mais intentionnellement. Le mot compte. Intentionnellement, mais mais comment on fait alors pour fabriquer des smartphones? On le fait légalement. C'est une solution toute simple, on le fait légalement. Mais non, vous le fait en respectant la loi. Non, mais monsieur, on ne le fait pas légalement. Si. Non, mais on ne le fait pas légalement. Si. Je suis désolé. Bon. Mais quand on voit très bien que ce crime d'écocide, moi je suis juriste, je ne sais pas comment vous allez qualifier de manière illégale une fabrication, une atteinte à l'environnement. Je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi, je suis juriste, j'attends de voir les procès. Moi j'ai un site chimique dans ma ville, si tout d'un coup ils balancent à la rivière et dans l'Oise l'ensemble de leur production, l'ensemble de leurs déchets, évidemment ce sera illégal. C'est simple en fait. Et c'est ça justement l'écologie dogmatique, ça ne se produira pas dans la réalité. On a compris vos arguments à l'un et l'autre sur le crime d'écocide. Je voudrais avancer, ouvrir un autre thème, c'est le nucléaire, l'abandon progressif du nucléaire par étapes, etc. Pour vous, c'est de l'idéologie ? Oui, c'est de l'idéologie parce que... J'ai dit abandon progressif du nucléaire. Bien sûr, de manière progressive. Pour moi, c'est une écologie, c'est une industrie propre. Moi, je suis favorable notamment à la production de voitures électriques. Par exemple, en Australie, 80% de l'industrie, de l'énergie est fabriquée via du charbon. Or, une voiture électrique, par exemple, qui roule sur le sol australien, va émettre forcément
énormément d'émissions de gaz à effet de serre. En France, grâce au nucléaire, 80% ou 75% de l'énergie est fabriquée par une énergie propre. C'est un argument qu'on peut entendre dans la perspective de l'électrification massive. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez? Il reste moins d'une minute. Oui. Non, alors j'utiliserai pas le mot d'énergie propre pour une énergie où il y a des déchets dont on sait que faire sur des millénaires. Donc le mot, à mon avis, est inadapté. En revanche, dire que le nucléaire est une part du mix énergétique de la transition, ça oui. C'est-à-dire que nous, notre position, c'est plutôt de dire que l'indépendance nécessite un mix énergétique qui évolue et qui fait monter la part des ENR, fait descendre la part du nucléaire, mais c'est évidemment une énergie de la transition, d'autant qu'il y a quand même tout un travail de recherche qui est fait pour traiter les déchets eux-mêmes et les réutiliser dans le cycle nucléaire. Donc c'est une partie de la solution, même si on est favorable à la montée des ENR progressive. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas. Je ne sais plus sur quelle caméra je suis sur la blanche. C'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur. C'est tout de suite.